Donc je vous remercie d'être venu ce soir sur ce sujet qui sont les décharges sauvages. Et d'abord, juste pour vous dire que on n'a pas l'intention de stigmatiser davantage Saint-Pé que d'autres communes, puisque c'est un dossier qui, à ce moment, nous submerge. Il y en a de grandes quantités sur Cambo, qu'il y en a à Ur, qu'il y en a à Mouguer. Et donc, c'est un système, un phénomène qui est en train de se développer et qui nous inquiète beaucoup. Aujourd'hui, on ne donne pas le coup d'envoi, puisque ça fait 1 an et demi, nous avons moins d'1 an et demi, 1 an et 15 mois environ, nous avons envoyé à toutes les municipalités du Pays Basque et à 18 municipalités du sud des Landes un dossier complet sur comment agir sur les décharges sauvages, comment instruire le dossier, et mettant en avant surtout que c'est le maire qui est responsable. C'est lui qui a le droit de police et c'est lui qui peut les autoriser, mais c'est lui qui peut les interdire aussi. Donc nous avons en route une vingtaine de dossiers et quelque chose nous dit qu'on en aura 30 très très vite. Vous allez voir que ce soir on va dénoncer une série de décharges ici, sur les dossiers qui ne sont pas encore complets mais qui sont déjà bien avancés. Et vous allez voir aussi que parallèlement, nous siégeons dans des institutions où nous intervenons pour que des solutions soient trouvées. Donc on va développer ces différentes choses. Mais comme on pense que dans les jours qui vont venir, il va y avoir beaucoup de camions sur les routes, bien, nous avons l'intention de développer une vigilance citoyenne. C'est vous qui déciderez. Ailleurs, il y a des associations. Si c'est Saint-Pé, vous voulez faire une association, vous la ferez. Sinon, vous ferez le réseau. Ça, c'est vous qui le ferez. Et s'il le faut, on vous aidera. Donc, sur Saint-Pé, pour commencer, on va commencer par la première, sur laquelle, voilà, ici, on a donc Saint-Pé1, Saint-Pé2, Saint-Pé3, Saint-Pé4 et bientôt Saint-Pé5. Et on sait qu'il y en a quelques autres par là. Donc, la première qu'on va développer, c'est Saint-Pé1. Donc, ici, nous avons une décharge sur 3 niveaux. 1, 2, 3. C'est une décharge qui n'a pas d'autorisation. C'est une décharge qui a laissé beaucoup de bois. C'est une décharge où il y a déjà eu, ici, des citernes et des tas de trucs. Parce que souvent, ça doit être de la terre fertile, de la terre arable. Mais très vite, c'est n'importe quoi. C'est des bidons, c'est souvent des déchets de bâtiments, c'est du béton, c'est du goudron, c'est des plâtres, des métaux, etc. Vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, ici, il y a déjà eu une intervention de l'État, il y a déjà eu une condamnation à remettre ça en état et de terminer. Mais dès que les services de l'État ont imposé cela, ils se retirent, les services de l'État, et nous avons donc des gens ici, c'est autour de la société d'usine de transport qui recommence une nouvelle décharge, un nouveau cycle. Bon, donc ici, nous avons la décharge, et on voit bien qu'elle était entourée de SNIEF. Ça c'est les jaunes, ça c'est des parcelles forestières, pardon. Et vous allez voir comment les parcelles forestières ont été saccagées. Vous voyez aussi qu'il y avait un cours d'eau. Le cours d'eau qui coule encore, il est désormais environ à 2 mètres, au moins à 2 mètres au-dessus de ce qu'il était avant, puisqu'il était rempli de détritus, de béton, etc. Alors quand on monte, quand on part du bas et qu'on monte, ça c'est sur la droite du chemin. C'est-à-dire le ruisseau sur la gauche, ça c'est pas sur la droite, ça c'est sur la droite du chemin en montant, c'est-à-dire l'endroit qui a été recouvert de terre et qui est terminé. Mais comme il est terminé, cet endroit, il est suinte. Et il suinte en donnant cette crème visqueuse couleur de rouille, dont on ne sait pas ce que ça donne. Et bien sûr, ça rejoint le cours d'eau un peu plus bas et ça rejoint ensuite la nivelle. Voilà. Ça, c'est sur le chemin d'accès, donc c'est toujours pareil. Alors ici,
on commence à arriver sur le ruisseau à gauche. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. Allons-y, on continue à monter. Donc, vous voyez, ça c'était ici. Hein. Donc, ça c'était ici sur la droite. Et le ruisseau était à gauche. Hein. Et donc on va continuer à monter. Voilà le ruisseau tel qu'il est aujourd'hui. Donc autrefois il était plus bas. On a empiré la route, on a remis des parpaings, on a mis, il y a des gaines, il y avait des carrelages, etc. Et donc, voilà ce qui est devenu ce ruisseau. Voilà. Alors, si on continue, on arrive à ce moment-là, à un second étage, ici, où on a... Non, ça c'est le premier étage, pardon, alors celui d'en bas, donc on a recouvert, mais si on regarde bien, allez-y, si on regarde bien, on voit affleurer dans la terre qui a été les blocs de béton et les gaines. Ça c'est celui qui est terminé. Maintenant on va examiner le deuxième étage. On a ici donc on a vidé les camions et on a recouvert de terre et on recouvre les terres en poussant la forêt qu'on ne coupe même plus, qu'on abat simplement. Donc ici c'est le second étage et donc on peut voir en dessous et ce qui est encore apparent, des morceaux de fer, de béton, etc. C'est le béton, c'est quelque chose qui est recyclable. Et le béton n'a rien à voir, n'a rien à faire dans ces décharges. Ça doit aller en ISDI, c'est-à-dire en installation de stockage de déchets inertes, où on peut éventuellement les broyer et on peut les recycler. En rappelant que ce qui est en train de devenir de plus en plus rare au niveau de la planète, c'est le sable. Donc que l'on recycle aujourd'hui les blocs de ciment, etc., pour en faire des matériaux, c'est une bonne chose, c'est créateur d'emplois, c'est une ressource, et donc c'est un gaspillage aussi de l'enfouir. Et après, si on continue à monter, on arrive au troisième étage ici, où on voit donc qu'on a entamé un troisième silo, et où on pousse encore la forêt. Voilà. Et donc là aussi apparaissent, et ça c'est assez ancien, hein, parce que ça a été remis après en route. Voilà. Donc vous voyez ici comment la forêt est traitée à ce niveau-là. Nous avons fait ce reportage photo et nous l'avons transmis au préfet, nous l'avons transmis en mairie, nous l'avons transmis à la police des eaux et à l'inspecteur des installations classées. Quand l'inspecteur des installations classées se déplace, on recouvre et on fait la promesse que ça s'arrête. Et dès qu'il a tourné le dos, ça recommence. Donc, par exemple là, récemment, il y a eu une noria de camions qui sont venus vider, et il y a encore des camions qui vont, bien sûr, mais énormément, tous les déblais de l'autoroute au niveau de Saint-Jean-de-Luz. Donc cette décharge ne devrait plus exister, et pourtant elle existe encore. C'est CMP1. Voici ici CMP2, c'est toujours les mêmes personnes, hein, c'était l'usine de transport, ça c'est les établissements janvier, et ici, là, il y a un début de décharge. Alors ici, il y a eu un dossier qui a été présenté en mairie. Et ce dossier, la mairie a dit qu'il n'y avait pas d'objection à ce que ça se fasse, donc ils ont déboisé, et donc ils ont présenté un plan de coupe, etc. Sauf que ce dossier ne tenait pas compte de la loi environnement et de la loi sur l'eau. Et ils ont bouché, c'est en pleine Lausanne-Boisée, ils ont déboisé tout le... Ici, il y a un cours d'eau, on va le voir. Voilà, ici, il y a un cours d'eau, et ils ont commencé à mettre de la terre sur le cours d'eau, sur le cours d'eau, et ils l'ont enterré. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est qu'un jour, il y a eu un glissement de terrain. Et le glissement de terrain, alors que la décharge est destinée à arriver ici, le glissement de terrain est arrivé jusque-là, ce qui fait que la décharge dépasse de près de 44 mètres la déclaration initiale. Donc il y a infraction sur la longueur, il y a infraction sur les matériaux qui ont été disposés, il y a infraction sur la loi sur l'eau et la loi sur l'environnement. Ici,
comme on ne voyait pas d'autres possibilités, nous avons porté une plainte et ce dossier est en instruction. Voilà. Et donc, le site, bien sûr, il y a eu, d'abord ça a été rasé, et là on voit bien qu'il y a des déchets autres que de la terre, ce qui était promis. Voilà. Et ici, nous avons aussi un dossier de la police des eaux. Alors voilà, ici, là on voit bien la coulée de boue qui arrive jusqu'en bas. Voilà. Et ça, c'est la lettre de la police des eaux envoyée au maire en demandant régularisation. Et depuis, il y a eu un arrêté pris par le préfet pour que ça soit régularisé là-dessus. Et donc ça, c'est un contentieux à la justice. Nous n'avons pas une vocation à aller en justice systématiquement. On en a une vingtaine, demain on en aura 30. On va s'amuser à faire 30 procès. Si nous allons aujourd'hui en procès, d'habitude, on fait une dénonciation de ce cas, on le monte du doigt, et en général, ça rentre dans l'ordre. Mais en termes de décharge sauvage, eh bien, on doit avouer que ça ne marche plus beaucoup, ce système-là. Il y a des gens qui s'en fichent. Donc, oui, dans certains cas, nous avons décidé d'aller au tribunal. Nous avons à l'heure actuelle 4 procédures au tribunal sur les 20 et quelques. Mais quand on peut, et si on peut obtenir la cessation, etc., eh bien, on le fait, c'est ce qu'on a tenté dans d'autres endroits. Voilà, ça c'était sur CMP2, et c'est notre plainte au procureur. CMP3 maintenant, c'est ça? CMP3, c'est pas moi qui vous dis, donc Oui, je vais continuer sur CMP3. Donc, après les 2 premières décharges dont parlait M. Pachon, on s'est vite rendu compte qu'il y en avait 3 autres qui existaient. La première, CMP3, CMP4 et CMP5. Que ce soit pour CMP3 ou CMP4, on y accède avec la carte qui est donnée sur cette slide. Et les caractéristiques générales de CMP3 sont assez importantes. Ça représente quand même un nombre d'hectares assez volumineux. CMP3 aussi est en bordure d'une ZNIF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et florique. Des parcelles forestières autour. Et je vais insister un petit peu plus, d'une manière un petit peu plus importante sur l'hydrographie, parce que d'une manière générale, sur toutes ces décharges, ce qui est important, c'est de regarder les actions sur l'hydrographie locale. En ce qui concerne CMP3, il est parfaitement encadré par plusieurs petits ruisseaux. Mais si on regarde un petit peu plus à grande échelle, on s'aperçoit que la décharge CMP3, qui est représentée en rouge ici, alimente le ruisseau Bassaron, alimente un lac qui s'appelle le lac d'Elbé, dont voici quelques photos, qui est un débit assez important quand il se déverse sur le Grand Issaka. Et en particulier, ce Grand Issaka alimente un quartier de Saint-Jean-de-Luz qui s'appelle Hérault-Mardy. Donc cette décharge est en train de polluer tout un réseau hydrographique assez important jusqu'à la côte. Quand on arrive sur la décharge, voilà ce qu'on peut voir. Ce sont des photos d'une manière générale sur toutes les décharges que vous allez voir maintenant. Il y a beaucoup de photos qui datent de décembre 2015. En décembre, comme vous le savez, il faisait relativement beau. Et donc la majorité des photos ne donnent pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Quand on arrive sur la décharge, on s'aperçoit de ce genre de choses. Tout a été remblayé. Cette photo date de la semaine dernière. Vous voyez la différence entre la précédente qui date de décembre et celle qui date de la semaine dernière. Un arrêté a permis de laisser des travaux se faire, mais quand on regarde le dossier correspondant, la demande de travaux était relative à une activité agricole concernant un remblaiement pour améliorer l'activité agricole de l'ensemble avec de la terre arable. Il est bien mentionné que le remblaiement devait se faire avec de la terre arable.
Voilà la terre arable. Quand on avance un petit peu plus sur la zone qui est en cours de travail, voilà ce qu'on constate. Ça, ce sont des photos qui sont récentes, qui datent de la semaine dernière. D'ailleurs, vous voyez des photos équivalentes si vous avez regardé le reportage de FR3 hier. Un petit peu plus bas, il y a une fosse. Cette fosse est intéressante à analyser parce que quand on regarde les bords, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs couches qui ont été ramenées à ce niveau-là. Il y a à la fois de la ferraille, il y a à la fois des terres qui ne sont évidemment pas arabes, mais qui ne sont pas des terres locales. Et d'autres fosses ont permis comment dirais-je, de brûler pas mal de stocks de bois. Un petit peu plus bas, toujours sur cette fosse, on s'aperçoit que le rue qui devait permettre le déversement de l'eau, en fait, a été creusé. C'est ce qu'on voit sur cette partie-là. Et puis, pour éviter le déversement des déchets, on a fait un comble. On a comblé l'ensemble et on l'a barré avec parfois des chênes centenaires. De l'autre côté de cette zone, de cette grande zone, on a de la même manière des déchets qui flottent. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur ce terrain-là, on s'aperçoit que ce que j'avais montré avant, il y a eu le fossé qui a été amplifié pour pouvoir être comblé, un empierrement pour permettre l'extension, et puis une butte qui a été construite, certainement pour cacher la vue de ce qui s'est passé du bourg d'El Baron. Les travaux qui ont été autorisés par la mairie étaient normalement des travaux pour minimiser le risque des animaux et permettre une activité agricole améliorée avec de la terre arable. Vous avez vu de quelle terre arable il s'agit ici. Voilà la butte qui a été construite. Normalement, sur la cartographie de cette partie-là, il y a un chemin qui devrait permettre le passage et rejoindre le bourg d'El Baron. Le chemin a été complètement barré. Quand on a fait ces photos au mois de décembre, deux cyclistes en VTT essayaient de passer, ils ont repoussé le chemin parce qu'ils ne pouvaient pas continuer et rejoindre El Baron. Je passe à Saint-Pécat, qui est un petit peu plus loin. Saint-Pécat, d'une manière générale, évidemment, dans les environs, je note à chaque fois l'altitude, les différentes altitudes qui permettent le déversement des déchets vers les rues avoisinantes. Là, il s'agit d'une décharge qui fait environ 3 hectares, avec un dénivellement assez important de 30 mètres. Saint-Pécat est totalement sur une ZNIF. Aucune modification n'aurait dû être permise. Les ruisseaux qui sont, les deux ruisseaux qui bordent la zone correspondante sont indiqués et ils alimentent un petit peu plus loin un ruisseau qui est beaucoup plus important vers Aes. Arrivé sur la décharge, on s'aperçoit que sur le chemin correspondant, beaucoup de goudron, beaucoup de déchets ont permis d'empierrer et permettre au camion de descendre un peu plus bas sur la décharge. Évidemment, d'une manière classique, il y a eu tout un remblai qui a été exécuté et on s'aperçoit que énormément de déchets affleurent. La zone de travail au mois de décembre était de ce style. C'est géré par Ira Cheval. Et les déchets qui étaient en cours d'enfouissement étaient de ce type. Vous avez à la fois évidemment des tubes, des déchets du BTP, mais vous n'avez pas que des déchets du BTP. Ça, c'est un déchet de peinture. On suppose que c'est de la peinture et qu'il n'y avait rien dedans avant d'être enfoui ici. Un petit peu plus bas, le déversement de la totalité de ces déchets consiste à remblayer vers un rue qui est en bas. D'une manière assez systématique, on regarde que les permis de travaux qui ont été permis sont systématiquement en faisant référence à un remblai avec de la terre fertile. Deux demandes ont été fait, deux demandes d'exaucement, toujours en faisant référence
au risque pour les animaux, et le comblement envisagé améliorera l'activité agricole. Remblaiement avec la terre fertile. Nous avons envoyé une lettre au maire concernant ces parties-là, qui date de février de cette année. Et un petit peu plus loin, on vient de se rendre compte qu'on avait encore une 5e décharge, qui est, entre guillemets, un petit peu moins volumineuse. Elle ne fait que un peu plus d'1,5 hectare, mais toujours avec un dénivelé assez important, entre 80 mètres au début de la décharge et 55 mètres, ce qui facilite évidemment le remblaiement et le comblement avec les décharges. Saint-Pé-5 est sur la commune d'Aes. Elle n'est pas très loin de Saint-Pé-4. En jaune, vous avez la limite communale. Saint-Pé-5 aussi jouxte la SDF, celle qui recouvre totalement Saint-Pé-4. Quand on arrive sur la décharge, on s'aperçoit qu'il y a un réseau, enfin, il y a une canalisation de gaz qui passe, et elle est parfaitement indiquée dans un site qui est GeoRisque, qui donne les références du gaz, de la conduite de gaz qui est gérée par TGI, Total Industrie Gaz de France. Là, le début de la zone d'arasement. Voilà ce que l'on voit en matière de déchets. D'une manière systématique, vous voyez que quand on a des fosses de ce genre, on s'aperçoit très bien des différentes couches qui ont permis l'arasement correspondant. Oui, les détails de ces déchets. Là, ce sont des photos qui sont assez récentes. Sur la partie supérieure, évidemment de la zone, on s'aperçoit qu'avec les différentes coulées, et, chose beaucoup plus importante, la descente vers le ruisseau, qui permet de se rendre compte qu'il y a énormément de lixiviates qui vont d'abord de l'ensemble des déchets, en particulier ici, on voit la totalité des différentes couches de déchets, et les lixiviates qui s'en vont vers le ruisseau qui est en contrebas. Le ruisseau récupère, toujours pareil, cette mélasse rougeâtre, jaunâtre, que l'on connaît sur l'ensemble des décharges qu'on a vues jusqu'à présent. Voilà les 5 décharges qu'on a décelées simplement sur le Saint-Pé. Je vous laisse prendre le Jean. Oui, alors, pour le cadre, donc, il y a cet aspect qui consiste à dénoncer pour empêcher que ça continue, mais en même temps, il y a au niveau institutionnel, nous siégions à la commission paritaire du département. Aujourd'hui, c'est plus le département qui va le gérer, c'est la région, avec des conséquences, parce que l'inspecteur d'installation classée qui va gérer nos plaintes, par exemple, est sur Mont-de-Marsan. Donc, ça éloigne énormément, pour la police des eaux, c'est ici, mais ça éloigne énormément. Dans ces institutions, parallèlement au fait qu'on veut empêcher la prolifération des décharges publiques, là-dedans, nous défendons l'idée qu'il faut des zones de stockage de déchets inertes dans une densité d'un rayon d'environ 15 km pour qu'on puisse récupérer et pour qu'on ne puisse pas nous mettre en avant le prétexte il n'y a pas assez de ISDI, alors on les met dans les trous. Donc, il y en a des ISDI, il y en a ailleurs, il y en a à Andaille, il y en a une privée, je crois, à Cambo, il y en a à Saint-Martin-de-Seignas. Il y en a, ça ne pas assez, et nous bataillons parce que nous voulons récupérer ces déchets de bâtiments qui sont des ressources de demain qu'on peut récupérer et utiliser. Donc, on va dans ce sens-là. Et ce qu'on veut, c'est que là aussi, il y ait, pour la mise en décharge, effectivement, les donneurs d'ordre, qui peuvent être Vinci pour l'autoroute, qui peuvent être Bertière pour l'Intermarché d'Andaille ou des choses comme ça, et bientôt Leclerc à Urugne, qui doit bientôt démarrer et qui doit, je crois, évacuer 100 000 mètres cubes, donc on ne sait pas où ça va aller. Oui. C'est pas Bertière pour Intermarché Andaille, c'est Colas.
Colas. Oui, il ne faut pas faire des erreurs comme ça. C'est important. C'est Colas. Hein. C'est vrai. Ce sont les gros groupes qui prennent ces chantiers et ce sont les entrepreneurs qui travaillent en sous-traitance pour ces gens-là. Alors quand vous dites Berthier pour Intermarché, c'est une grosse erreur, monsieur. C'est le groupe Colas, comme les groupes Vinci et compagnie. Oui, hein. C'est bien de le préciser. Il faut le préciser, c'est important. C'était sur une autre décharge, je ne dirais pas laquelle. D'accord. Là, c'était effectivement... C'est Colas. C'est vrai. Ne mélangeons pas tout. C'est vrai. Et donc, ce que l'on veut, c'est que là, les prix soient attractifs pour que, évidemment, ce ne soit pas repoussoir, que ces endroits publics de gestion de déchets ne soient pas vides et que les décharges continuent. La seconde chose qu'on veut dire aussi, c'est par rapport aux agriculteurs qui laissent leur terrain. Nous comprenons qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur exploitation. Mais ce que nous voulons dire à ces gens-là, c'est que si c'est eux les propriétaires, si demain il y a une pollution de ruisseau, il y a une poursuite en justice, etc., le propriétaire risque plus que le transporteur. Donc, en plus de pouvoir empoisonner ses terres, d'empoisonner le ruisseau, il risque de s'empoisonner la vie si demain ça tourne mal et qu'il est à la barre de la justice. Donc, tout en comprenant qu'ils n'ont pas une situation facile, nous les mettons en garde là-dessus. Voilà à peu près ce que nous disons sur ces problèmes-là. Nous avons parfois rencontré quelques transporteurs, c'est le cas pour SMP3 et SMP5. Il y a des transporteurs qui ont sonné l'alarme depuis longtemps sur le fait que sur l'urbanisation de la côte, c'est jamais accompagné d'une politique d'évacuation, etc. Nous le savons. Mais il nous faut quand même mettre l'accent là-dessus. Et pour élargir le propos, nous avons récemment coincé Ira Chaval sur l'autoroute A64 à Ur. Nous avons réussi à arrêter la décharge qui se mettait en route. En quelques heures, une décharge a été créée avec des dizaines et des dizaines de camions, avec des glissières de l'autoroute, le goudron, etc. Nous savons que ça se passe comme ça aussi ailleurs. Et donc aujourd'hui, ce que nous aimerions que ça se passe, c'est qu'on se presse un peu plus rapidement au niveau des services de l'État. Parce que c'est vrai qu'il y a des réunions et qu'on se presse tellement lentement que le système se met en route et que c'est très difficile de revenir en arrière. C'est sur ces trois points, et sur les institutions, et sur les services de l'État, et sur l'arrêt de ces décharges sauvages avec n'importe quel détritus, et sur notre souci pour les agriculteurs, qu'on voulait éclairer le débat sur ces trois points. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il risque d'y avoir dans les semaines à venir beaucoup de va-et-vient de camions, et ce que nous souhaitons, c'est que dans les villages, il y ait une vigilance là-dessus, parce que bien souvent, c'est les citoyens qui sont ceux qui sonnent l'alarme. Voilà. Donc, on insiste pour cela. Si vous êtes de CMP, si vous pensez qu'il faut veiller à réduire ces activités qui sont néfastes pour l'environnement, nous vous invitons à vous inscrire à la feuille blanche qui est quelque part par là. C'est qui là, la feuille blanche, c'est lui qui là. Voilà. Et puis, si j'ai rien oublié, on va passer à la discussion, si vous voulez.